consultant, pendant un temps, consultant permanent de la ligne rouge, puis consultant sur le débat panafricain aujourd'hui, première dame. Actuellement, le mérite panafricain des chefs d'État est un peu en berne. Donc, quand ça va reprendre, certainement, on sera encore de la partie. Il y a eu For You Media, effectivement. Il y a aujourd'hui Pan-African Media. Pour ceux qui regardent cette nouvelle chaîne, la chaîne du grand combattant Bachir Mohamed Ladan. Voilà. Il y a Pan-African Media actuellement, consultant permanent de la matinale là-bas. Ça s'appelle La Quotidienne. Ça reprend déjà lundi, donc dans 2 jours. Lundi, on sera ensemble dès 7h30 jusqu'à 10h. Il y a également Panafricaniste TV. Panafricaniste TV, c'est un format d'interview. Donc là, c'est carrément toutes les semaines, on a 2 émissions là-bas, des interviews avec le grand combattant Steve Jocelyn Goss. Voilà. Bravo. Bonsoir, on sème le Patrick Droitlet. Bonsoir, maman Pélagie Aleko. Donc, nous sommes avec le combattant Jonathan Batengene. Hein. Je mets là sa vidéo pour que vous puissiez avoir une idée de qui c'est. Voilà. Donc, c'est le frère Jonathan Batengene. Nous avons aussi à côté une compatriote, une enseignante qui vit en Angleterre, qui s'appelle Michaela Kindon et qui suit beaucoup tout ce qui est africain et tout. Voilà. Michaela, je te laisse te présenter. Merci. Oui, bonsoir à notre frère Batengene. Il me connaît pas, mais moi je le connais parce que je le suis très souvent avec les autres. Et j'apprécie énormément leur franchise au fait. Ils disent ce qu'il faut dire. Et c'est très bien comme ça au fait. Merci Michaela, bonsoir, c'est un plaisir. Ils ne tournent pas autour du pot ou ne cherchent pas à minimiser les choses, mais ils emploient les mots qu'il faut à la place qu'il faut et vraiment j'apprécie cela. D'accord. Donc, merci Michaela. Dans le cadre que la connexion est correcte. Donc, je vérifie sur mes 2 téléphones ici pour ne pas louper le débat. Donc, le frère Jonathan, hein, je l'ai sollicité et puis je sais que son temps est très précieux et très sollicité aussi ailleurs et a bien voulu venir traiter avec nous du thème numéro 1. Hein. Nous parlons, il y a 2 thèmes, mais ce qui les concerne, lui, c'est le thème numéro 1. Hein, je mis victoire de Kidal, bravo au soutien tenace du peuple malien derrière son dirigeant Assimi Goïta. Donc, tous nos respects au peuple malien ainsi qu'à leur dirigeant Assimi Goïta. Donc, nous avons vu hein, que la ville de Kidal a été libérée. Nous voyons le soutien du peuple malien, un soutien qui est tenace, un peuple qui n'est pas versatile. Donc, nous voulons déjà avoir l'avis de notre consultant, M. Jonathan Batengene, et après, nous allons faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, avec ce qui se passe en RCA. Merci. C'est vraiment difficile d'avoir à décrire tout ce qui s'est passé à Kidal, parce que c'est d'abord que c'est une joie immense, c'est quelque chose d'historique. C'est quelque chose d'unique. Chercher une option souverainiste et trouver un partenaire sécuritaire qui va avec cette option nous permettre de libérer nos villes. Le Mali a parfaitement agencé les éléments de cette théorie. Le Mali a parfaitement mené de bout en bout le combat de libération et aujourd'hui on a les résultats. Mais allons d'abord à la genèse. En 2012, quand le Mali est attaqué par les hordes de terroristes,
ces terroristes sont déchaînés par, selon ce qu'on a appris par la suite, c'est que les terroristes ont passé un deal avec la DGSE française parce que ces terroristes s'étaient retrouvés, c'était les combattants de Kadhafi pour la plupart au départ. Kadhafi avait enrôlé les Touaregs dans son armée et il promettait aux Touaregs une somme mirobolante dans le cadre de la défense de la Libye. Donc, au départ, c'est des combattants qui viennent en Libye pour secourir Kadhafi. Il avait un accord avec tous ces gens. Bazoum même connaît bien Kadhafi parce que Bazoum a été également en Libye. Vous savez que lui-même, il a un peu de sang de Touareg là-bas. Donc, il connaît très bien la zone. Donc, les Touaregs avaient un accord. Et les Touaregs, à travers, ils ont recruté des combattants au Mali qui y sont venus. Mais l'OTAN avait utilisé une stratégie de feu qui était tellement ardente et tellement destructrice que les combattants Touaregs n'ont pas pu venir en aide à Kadhafi comme c'était souhaité. Donc, la DGSE, pour les désintéresser, parce que Kadhafi avait quand même mis beaucoup de pactole, pour les désintéresser, leur a laissé miroiter qu'ils pouvaient rentrer au Mali pour réaliser leur plan. Surtout que l'Algérie, qui avait connu plusieurs moments de déstabilisation par le GSPC, le GSPC qui est également un groupe qui était patronné par la France, par les services secrets français, l'Algérie avait réussi à cantonner ses rebelles à la frontière malienne. Et les combattants et l'armée algérienne faisaient tout pour que, au lieu d'avoir le problème sur son territoire, il fallait que ce problème se développât sur le territoire du Mali. Donc, les combattants qui vont revenir avec les armes et le deal avec les Français de réaliser finalement la promesse de 56, parce qu'ils avaient écrit une lettre à l'indépendance du Mali, suivant laquelle ils voulaient l'indépendance. Au lieu d'être dans l'union du Mali, ils voulaient l'indépendance de leur zone qui s'appelle, ce qu'ils appelaient l'Azawad. Donc, les Français leur disent, il est temps, donc vous pouvez rentrer avec tout le matériel que Kadhafi vous a donné, vous créez, vous mettez en réalisation votre projet. Ils vont donc revenir, trouver les terroristes qui combattaient déjà l'armée algérienne et ils vont fusionner les groupes. C'est pourquoi vous avez plusieurs groupes. Par exemple, la Katiba Massina. La Katiba Massina est une construction des terroristes qui venaient plutôt d'Algérie. Et Mouktar Ben Mouktar, qui contrôlait la Katiba Massina, va recruter donc les Peuls, dont les Amadou Koufa et un ensemble d'autres Peuls qu'il va intégrer dans son armée. Ceux qui vont venir de Libye vont venir avec d'autres hommes. Ils vont même recruter parmi les populations du Nord les Songhai. Parce que le numéro 2 de cette affaire d'Azawad, c'était un Songhai. C'était même pas un Touareg, c'était un Songhai. Donc c'était devenu comme des fédérations, des petits regroupements avec une panoplie de peuples. Mais officiellement, la France présentait ça comme une rébellion azawadienne, une rébellion Touareg. Donc voilà un peu les groupes qui ont déferlé. Les groupes, quand ils arrivent en 2012, ils sont lourdement armés. Comme j'expliquais, c'est le matériel de Kadhafi et il avait du très bon matériel. Donc quand ils reviennent, ils sont lourdement armés. Ils vont mettre l'armée malienne en débandade. Le colonel Assimi Goïta était d'ailleurs dans la zone. Il va être parmi les premières expéditions pour tenter d'assurer la riposte. Et ces unités se retrouvent en minorité de feu. Donc les terroristes prennent le dessus. Il va voir plusieurs de ces hommes assassinés. Lui-même va frôler la mort parce que ce qu'on a appris, c'est que lui-même, au cours d'une bataille, il a dû, presque au péril de sa vie, essayer de protéger les siens. Donc, protéger ces hommes. Voilà, 2012, un peu le contexte dans lequel on se retrouve. Et les terroristes, quand ils font cela, les Français, pour permettre aux terroristes de parvenir à leur objectif, vont aller sur le même modèle qu'ils avaient réalisé en Côte d'Ivoire. Le modèle est très simple. Ils vont envoyer une force dite, une force qui va venir épauler l'armée malienne, officiellement c'est ça. Mais au fond, cette force ne joue pas ce rôle-là. Cette
de force tampon, vous vous souvenez de la force de combat, et ils consolident les positions des terroristes et leur permettent de mieux s'armer. Et chaque fois, en négociant avec les autorités maliennes, ils vont introduire l'idée suivant laquelle il s'agit des Touaregs et ils demandent leur région. Donc, en fait, c'est un processus lent de partition du Mali qui était engagé. Et les Français, voilà un peu comment va s'endogénéiser dans le nord du Mali, la rébellion, qui en fait là porte l'estampille de groupes terroristes. Ils ont le nom de terroristes cette fois-là. On dit que c'est des terroristes, c'est le Djenim, c'est Ansardine, c'est le MNLA. Ils vont même faire les allégeances, mais tout ça c'est simplement pour faire la surenchère que la France créait, tout ça. Ils font l'allégeance au groupe État islamique. Ils égorgent les militaires quand ils les rencontrent, ils tuent les bergers, volent le bétail, bon, ça crée des déplacés internes. Et l'armée malienne a interdiction d'entrer à Kidal. 2015, l'armée française, en 2014, l'armée française qui va occuper Kidal, Tessalit, Ber et Gao va interdire carrément à l'armée malienne de se pointer à Kidal. Comme quoi, elle rassurait ces combattants-là qui étaient là-bas. L'armée malienne va vivre cette situation difficile pendant un temps parce que aussi les autorités qui étaient en place étaient simplement intéressées par leur rente prébendière que la France leur donnait. Et la corruption va s'accentuer dans le pays. L'armée, au lieu de voir les équipements se moderniser ou bien les effectifs davantage se densifier et tout le reste qui pourrait aider à lancer une vraie offensive, l'armée va s'enliser dans plutôt un système où les généraux s'enrichissent au mépris des hommes de troupes, des hommes de rang, et la démotivation va s'installer. Il y a même un rapport de feu entre les terroristes et l'armée régulière qui est très défavorable. L'armée régulière, parfois, on trouvait une arme pour 4 hommes. Une arme pour 4 hommes. C'était terrible ce que le président Assimi Goïta a trouvé. Une arme pour 4 hommes. Le président Assimi Goïta, qui avait contribué à déposer le premier président ATT pour John Koutpoul, vous connaissez un peu, il est resté en retrait. Il se disait que les choses allaient marcher. Il a été patient. Il a vu les choses se dégrader. En 2019, il était obligé de prendre ses responsabilités. Et c'est comme ça. Le peuple malien, même déjà, qui subissait fortement cette situation, avait commencé à manifester. On voyait les militaires étaient tués, les terroristes ne faisaient qu'avancer. Les terroristes étaient déjà à Ségou. Ségou, c'est au centre du Mali. Quand vous regardez de Kidal à Ségou, vous êtes à plus de 700 km, plus de 800 km même. Donc, ils ont fait du chemin. Ils étaient carrément en train de prendre la partie l'une des parties les plus riches du Mali en matière de ressources naturelles. Donc, tout le nord jusqu'au centre. Et pourquoi le centre? Le centre parce que, comme on expliquait, la sociologie des criminels, des terroristes était très importante. À partir du moment où les Peuls avaient été intégrés dans les groupes terroristes, les Français ne comptaient plus se limiter simplement à Kidal. Il fallait prendre les villes comme Gao, les villes comme Ségou, Tombouctou, les villes comme Ségou, où on retrouve une grande quantité de population Peul. Donc, et vous savez que le Massina, c'est le fief même. C'est l'un des foyers des populations Peul. Il y a le Massina, il y a le Foutan Djalon en Guinée et le Foutan en Guinée, le Foutan Djalon en Guinée. Donc voilà un peu pourquoi ils ont voulu élargir jusqu'à Ségou. Il fallait maintenant contenter aussi les Peuls et leur permettre. Et maintenant, pour que le conflit des Peuls prenne sur la même dynamique que celui qu'ils avaient de manière un peu médiatique vendu le conflit Touareg, ils vont insister, ils vont demander donc à un ensemble d'acteurs de revendiquer
de se plaindre des attaques contre les Peuls. Et ils vont monter des attaques, ils vont lancer de véritables attaques contre les éleveurs Peuls. Question de soulever la communauté Peul contre l'État et de lancer le processus d'autodéfense qui est généralement le processus par lequel une population réussit à avoir les armes à la main et légitime cette situation d'insécurité. Donc ça n'a pas marché, c'est quand Assimi Goïta arrive, cette phase du projet était en cours, il a réussi à calmer, et il faut aussi saluer l'action de tous les panafricanistes qui ont réussi à montrer qu'il n'y a pas un scénario écrit contre les Peuls au niveau de l'armée malienne. Et il va signer en juin 2019 l'accord de coopération militaire avec la Russie, la Fédération de Russie. Ça a été un moment décisif dans cette optique-là. Parce que s'il fallait éviter que le pays s'embrase dans une guerre civile, il fallait aussi surtout assurer la montée en puissance de l'armée avec un partenaire crédible, un partenaire sincère. Ça a été ce qu'on a trouvé avec la Fédération de Russie en 2019. Et déjà au mois de juillet 2019, les autorités maliennes ont lancé très vite les premières opérations. Et ils ont vu les résultats s'enchaîner. Comme ça, ils ne se sont plus arrêtés. Ils ont continué. Ils ont envoyé du personnel se former en Russie. Ils ont envoyé du personnel. Ils ont envoyé des émissaires pour acheter du matériel en Russie. Et la Fédération russe a trouvé des moyens pour leur faciliter les achats. L'année 2021 a été la grande année de bataille pour la récupération de Ségou. Et on a tous vu que Ségou, Tombouctou, c'est des villes qui ont été reconquises par l'armée malienne. L'armée malienne a aussi, le gouvernement de transition avait aussi un autre challenge. Il fallait poser sur la table, malgré l'attrition, la CEDEAO, la France, tout ça, ils étaient en train de crier, voulaient à tout prix mettre des bâtons dans les roues du gouvernement de transition. Il fallait rassurer les populations sur la sortie de la transition. Et Dieu merci, les populations maliennes ont été solidaires du gouvernement de transition. Le CNT a donné une feuille de route à 3 ans, en 2020, à 2 ans, en 2021, dont en principe ça devrait s'achever cette année. Et en février 2024, on devra avoir une élection. Donc, ils ont donné le calendrier. Assimi Goïta, il a pris l'engagement sur 2 ans de ramener la sécurité. Vous devez comprendre un peu à quel niveau, pourquoi nous sommes très, très heureux de ce qui s'est passé à Kidal. Et en 2 ans, la grande offensive contre les terroristes a été engagée. Les partenaires russes ont joué leur partition jusqu'à cette dernière date où on a pris Kidal. Mais les derniers jours ont été très âpres. Les derniers jours ont été très âpres parce que les ennemis du Mali, dont la MINUSMA, avait prévu, et là dans la MINUSMA, Marie Poto, vous avez un problème carrément qui ressemble au problème malien, c'est que les Tchadiens n'ont pas joué franc jeu. Ils ont été très proches de la France. À Tessalit, l'embuscade qui a été tendue contre le convoi de l'armée malienne, c'est carrément les soldats tchadiens qui ont facilité cela. Donc, même si les autorités maliennes n'ont pas voulu trop s'étendre là-dessus, ça a été vraiment quelque chose qui a fait oublier, qui a failli faire oublier tout ce que le président Idriss Déby Itno avait fait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali. Et 2 moments majeurs vont quand même permettre cette situation. C'est le départ des Français en début d'année, en milieu d'année 2022. Le départ des Français. Le départ, quand la mission Barkhane a été priée de déménager et qu'elle s'est donné 6 mois, puis a finalement déménagé du Mali, ça a été une grande victoire parce que l'approvisionnement stratégique, la logistique des terroristes a été cassée. Par la suite, les autorités maliennes vont interdire à l'armée française des survols inopinés de leur ciel. C'était une grande décision parce que grâce à cette décision, même le renseignement
dont bénéficiaient les terroristes va considérablement être diminué. Donc, à partir de ce moment, les terroristes fonctionnaient maintenant en mode aveugle. C'était de la navigation à vue. Il fallait simplement se fier à des renseignements de terrain, ce qui n'était pas très pertinent face à une armée comme l'armée malienne qui avait acquis les drones, qui a acquis des avions de surveillance, qui bénéficie même de la surveillance satellitaire de la Fédération de Russie. Donc, à partir de là, la donne a véritablement été inversée. Vous allez voir que entre septembre 2022 et le mois de novembre 2023, aujourd'hui, donc depuis un an, la puissance de feu et la vitesse de progression de l'armée malienne est phénoménale. Je prends un peu un cas. La conquête de la région de Kidal, s'est faite pratiquement en 2 ou 3 mois. Ouais. Si vous prenez la bataille, l'opération militaire spéciale en Ukraine, je ne dis pas que tu as bien fait de dire que comparaison n'est pas raison, mais l'opération militaire spéciale en Ukraine, la Russie a conquis près de 120 000 km² en carrément un an, 3 mois. Or, la région de Kidal, Aguelok, Ber, toutes ces localités, c'est 151 000 km². 151 000 km². Vous voyez que en 3 mois, la vitesse de progression de l'armée malienne était phénoménale. Wow. Il y a aussi l'interdiction. Oui, il faut saluer. C'est une prouesse militaire qui a été réalisée par l'armée malienne. Oui. Il y a aussi l'interdiction du survol inopiné des avions de la MINUSMA après le départ des Français. Ça aussi, ça a joué beaucoup. Et également pour limiter le risque d'ingérence, l'offensive diplomatique malienne contre la CEDEAO, vous avez vu l'expulsion du représentant de la CEDEAO, ça c'était en 2021, l'expulsion de chargé des affaires humanitaires de la MINUSMA, de l'ONU, de la mission de la MINUSMA en 2022, c'était je crois en février 2022. Bien avant, on avait déjà renvoyé Del Salgado, qui était le porte-parole de cette opération. Donc, cette offensive diplomatique et la plainte du Mali aux Nations Unies en septembre 2022, tout ça a permis de créer un cadre où l'armée malienne opérait en toute sérénité. Parce que diplomatiquement, les adversaires, les ennemis du Mali étaient neutralisés. Le Mali a mené vraiment une guerre à tous les niveaux et le Mali a réussi à neutraliser ses ennemis. La libération de Kidal, c'est donc la conséquence logique de tous ces éléments-là. Bravo. On voit beaucoup de pouces, de cœurs, des étoiles pour le frère combattant panafricain. Je peux demander à Michaela, qui est ma binôme de cette émission, de toutes celles qui sont passées, de vous expliquer pourquoi on a raison et pas raison. Je laisse Michaela Kendon vous expliquer et à tous ceux qui nous regardent pourquoi, afin d'avoir votre avis. Je t'entends pas, je t'ai pas bien entendu, Sista, je suis désolée. Je te laisse nous expliquer pourquoi ce titre, afin que le frère Batangene puisse nous donner son avis. Pourquoi le titre par rapport... Parle un peu fort. Mon téléphone s'est éteint. Purée. Kylian. Elle a peine de pas brancher son téléphone ou arrange des choses. Partagez, donnez votre avis. Michaela, ça va? Je crois qu'elle est sortie, son téléphone s'est déchargé. Vous n'entendez pas très bien? Bon, j'avance le téléphone, Chimbisi. Donc, je suis là. Dites-moi que le son est bon, que vous me recevez. J'ai approché le téléphone.
ça coupe par moment. Chez moi, ça va. Je crois qu'il y a un peu de vent. Bon, avec Michaela Kindan, on a choisi ce titre-là. On a mis au soutien tenace. Derrière son dirigeant, Assimi Goïta, un peu en comparaison avec ce qui se passe chez nous en RCA. Le peuple africain ou bien la diaspora ne donne pas un soutien tenace au président Ouattara. Soit il y a un problème de leader, je ne sais pas. Avec la campagne référendaire à Bangui, hein, vous avez été là-bas à Bangui durant toute la campagne référendaire, le son est baissé, non, chez moi, le son est bankless. Et c'est peut-être de sortir et de revenir. Donc, nous voulons savoir, est-ce que la RPA a échoué là où le Mali, là où le Burkina a réussi? Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Chaque pays est différent. On sait qu'en RCA, nous sommes à peu près, on dit 5 millions, 6 millions d'habitants. Au Mali ou bien en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina, ils sont peut-être 5 à 6 fois plus